je vais donner sans plus de transition la parole à Hissène Aboud, qui vous êtes historien, donc chargé de recherche au CNRS et rattaché à l'IRIS. Vos travaux portent sur l'histoire de l'antiziganisme et sur l'histoire des populations roms, manouches, gitanes et voyageuses en France et en Europe à l'époque contemporaine. Et je vais vous laisser un peu carte blanche pour justement nous parler de vos travaux. D'accord, merci. Bonjour à tous et merci pour cette opportunité. Voilà, je vous remercie déjà pour l'organisation de ce colloque et cette opportunité qui nous est offerte de vous présenter l'état des savoirs et le point de vue de chercheurs et de personnes engagées en faveur des Roms, Manouches, Gitans, Yéniches et voyageurs en France. Cette initiative est suffisamment originale pour être soulignée comme une expérience inédite. Il faut souhaiter qu'elle n'aboutisse pas à de nouvelles déceptions et à des réponses insuffisantes, comme celles qui furent données à la question posée par le sénateur de la Creuse en 2013 à propos de l'internement des nomades entre 1940 et 1946 et la politique nationale de la mémoire. C'était le titre de sa question. Ou à la fin de non-recevoir adressée en 2018 à plusieurs députés qui avaient émis une proposition de résolution à la reconnaissance du génocide tsigane. Alors je profiterai du temps qui m'est accordé pour partager le fruit de recherches qui ont porté à la fois sur les conditions de l'antiziganisme contemporain et sur les persécutions anti-tziganes en France durant la Seconde Guerre mondiale. Mon travail a porté aussi ces dernières années sur la collecte des mémoires des derniers témoins encore vivants et sur la collecte de tous les témoignages existants au sujet de ces persécutions en France. Cette enquête, qui doit aboutir au dépôt d'une collection de centaines de témoignages aux archives nationales, projet toujours en cours, m'a permis de rentrer en contact avec de très nombreux témoins et leurs familles dans l'ensemble de la France, de rencontrer aussi des militants de la mémoire, des associations et des représentants de mouvements en faveur d'une reconnaissance pleine et entière de l'ensemble de ces persécutions. Alors, dans le cadre de cette enquête, on a aussi un projet d'action collective envisagé en vue de constituer une mission d'étude sur les persécutions, dans le but de mieux appréhender l'ensemble des préjudices et leur reconnaissance au plan national. Une part importante de ce travail porte enfin sur l'évaluation des mécanismes existants d'indemnisation et envisage de nouvelles propositions en vue de réformer ces mécanismes manifestement défaillants. Alors, dans mon propos, je voudrais présenter une série d'observations historiques sur les origines et les effets des persécutions et j'évoquerai les principes qui sous-tendent ces démarches que j'ai évoquées en vue d'une meilleure reconnaissance de cette histoire. Alors, pour bien saisir l'ampleur des persécutions et leurs effets, jusqu'à aujourd'hui, faut-il le rappeler, il faut évoquer à nouveau le cadre existant dans les années 1920 et 30, période cruciale dont les conséquences se font encore sentir de nos jours. À la veille de la Seconde Guerre mondiale, la loi du 16 juillet 1912 a entraîné des mécanismes qui n'avaient pas échappé d'ailleurs aux législateurs et aux observateurs de la loi dans sa mise en place et sa mise en pratique. Un nombre indéterminé de personnes, plusieurs dizaines de milliers, qui résident sur le territoire métropolitain, se trouvent désignés en tant que personnes dites nomades. Ils sont contrôlés presque quotidiennement par de multiples autorités municipales, préfectorales, policières et militaires par le biais des forces de gendarmerie. Leur accès aux droits conventionnels est limité dans tous les domaines. Les droits sociaux, on l'a déjà dit, l'accès à l'école, l'accès à la santé, l'accès au droit de vote. Seules les obligations militaires sont observées, mais souvent, l'appartenance à cette catégorie entraîne des formes d'exclusion à l'intérieur même des institutions militaires pour les hommes. L'ensemble de ces privations de droits, et bien d'autres dont je ne vais pas parler, renforce une exclusion fondée sur le principe d'une discrimination raciale, clairement établi par le décret d'application de la loi daté de 1913. Désormais, en France, la devise de la nation et de la République ne s'appliquait pas à cette population. Leur liberté était contrainte et limitée. De nombreuses communes adoptèrent des arrêtés qui interdisaient le stationnement des nomades et les autorités aux frontières exerçaient de multiples contrôles, la question tzigane prenant dans l'entre-deux-guerres une dimension européenne. L'expulsion, le refoulement, la saisie des biens, l'immobilisation contrainte devinrent la règle appliquée à cette population et installe des formes de pratiques aussi de la part des administrations. L'égalité était compromise, en opposition par ailleurs au principe de la Constitution. La désignation des nomades et leur stigmatisation entraînèrent un déclassement encouragé par l'État.
face au droit commun et face à l'ensemble de la société. L'incrimination croissante associée au régime du carnet entraîna la judiciarisation de ce segment particulier de la population, sous la forme d'un fichage injuste et inique, mais aussi d'une aggravation des peines et des sanctions de toutes sortes qui visaient les enfants, les femmes et les hommes. En clair, de multiples inscriptions au casier judiciaire étaient portées à la suite des incriminations consécutives à l'application de la loi. Et enfin, la fraternité fut rare et exceptionnelle. La dénonciation, le rejet, la haine et les violences se banalisèrent. Cette condition entraîna aussi des formes inévitables d'isolement qui allaient de pair avec l'invisibilisation souhaitée par la société majoritaire. Il faut évoquer l'opposition et les résistances souvent héroïques face à l'oppression quotidienne pour préserver les liens familiaux, poursuivre une activité professionnelle, maintenir la cohésion sociale, mais aussi pour conserver une langue, le romanesque, et ses variantes en France, malgré l'indifférence et le rejet. Alors, il faut ici évoquer le sort particulier des personnes dites nomades durant la Seconde Guerre mondiale en France en raison à grands traits les conditions de ces persécutions. Durant une période qui s'étend de septembre 1939 et l'adoption de premières mesures restrictives prises par les autorités de la Troisième République, jusqu'à la fermeture des derniers camps d'internement à la fin du mois de mai 1946, c'est-à-dire sous le régime du gouvernement provisoire de la République française, l'oppression prit des formes multiples et parfois extrêmes. L'assignation à résidence s'étendit à un nombre encore inconnu de personnes, probablement entre 5 000 et 10 000, dans toute la France. Ce régime entraîna une fragilisation importante de cette population, placée sous la menace de sanctions, d'arrestations et de placement dans des camps. Les déplacements en masse de cette population entre 1939 et 1940, des régions côtières vers l'intérieur ou de l'Est vers le sud de la France, concernèrent plusieurs milliers de personnes. L'internement massif décidé en octobre 1940 par l'occupant et appliqué par les autorités françaises d'occupation s'étendit à près de 7000 personnes dans toutes les régions de France, à travers un archipel de camps, dont d'ailleurs le nombre n'est pas encore totalement établi par la recherche. Par ailleurs, un système autonome d'internement mis en place par le régime de Vichy fut mis en place dès 1940 et fut conçu pour l'internement de plusieurs milliers de personnes à travers un projet clairement énoncé en vue de dissoudre l'ensemble de cette population, notamment dans le camp de Salier, qui était prévu pour près de 2000 personnes. Enfin, les déportations vers les centres de mise à mort, à Auschwitz essentiellement, concernent plusieurs centaines de personnes dites nomades de nationalité française. Par ailleurs, des déportations vers les camps du système concentrationnaire national-socialiste concernant jusqu'à 500 personnes environ, et la dissémination de cette déportation particulière, confondue avec la déportation des résistants, et la forte mortalité occasionnée n'ont jamais été reconnues, malgré la présence des témoins, qui tentèrent pourtant de raconter leur histoire, et dont le motif de la déportation fut mis en cause après la guerre, interdisant des indemnisations et même des reconnaissances. Cette histoire, dont de multiples aspects restent à écrire, demeure une page particulièrement douloureuse pour les témoins encore vivants et leurs descendants. Aujourd'hui, plus que jamais, près de 80 ans après la fin de la guerre, cette douleur reste aggravée par les innombrables manques qui incombent aux autorités de l'État et des gouvernements successifs. La reconnaissance orale et partielle du président de la République en 2016 n'est pas parvenue à dissimuler l'absence d'une reconnaissance organique de cette persécution raciale qui s'est déroulée en France. Les indemnisations furent et restent indignes. Des pensions de quelques dizaines d'euros sont versées à des personnes qui restèrent internées parfois 50 mois dans des camps. Il n'y eut et il n'y a encore aucune action menée en vue d'indemniser, de compenser les pertes financières et les spoliations multiples subies durant la guerre, dont pourtant les traces demeurent aujourd'hui, en particulier dans les registres de la Caisse des dépôts et consignations. L'État français reste donc aujourd'hui encore le bénéficiaire d'argent dérobé à des personnes dites nomades. Le travail forcé auquel furent contraints de fait des milliers d'internés n'a pas été reconnu et n'a fait l'objet d'aucune mesure particulière, notamment de la part du ministère des Anciens Combattants. Il faut aussi relever que l'attribution des titres instaurés en 1948 afin d'ouvrir l'indemnisation des déportés et internés ne fut accompagnée d'aucune mission en vue de favoriser l'accès à ces titres pour ces populations faiblement représentées et coupées de nombreux relais qui existaient en faveur d'autres catégories de déportés et internés.
Les demandes tardives de titres à partir des années 70 essentiellement, mais surtout, et cela est de nature à heurter les consciences encore de nos jours, dans les années 2010 et 2020, n'ont jamais suscité de la part du ministère des Anciens Combattants de remise en question. J'ai pu d'ailleurs recueillir le témoignage explicite, mais non pas public, du malaise ressenti par les fonctionnaires en charge de l'attribution de ces titres au sein de cette administration. Il paraît indispensable de rappeler la diversité des nombreux autres préjudices qui restent à ce jour presque entièrement minorés ou ignorés. La séparation des familles et le placement d'enfants n'ont jamais été reconnus et aucun pardon n'a été adressé aux familles dont les souffrances restent souvent indicibles. Aucune enquête n'a été menée dans ce sens auprès de l'assistance publique. Les placements en famille, en institutions privées ou religieuses, n'ont pas non plus donné lieu à des interrogations spécifiques de la part des organes concernés. Les décès consécutifs à l'ensemble de ces persécutions ne furent jamais reconnus et aucun hommage ne leur fut consacré. Bien des familles ne savent pas ce qui est arrivé à leurs défunts, des sépultures n'ont jamais été retrouvées ou ont disparu. Seul reste le souvenir conservé au sein des familles, mais l'oubli collectif reste un affront ressenti douloureusement. Comment trouver réparation des traumatismes du passé sans que le deuil ne prenne forme véritablement? Cette question n'est pas rhétorique. On peut dire qu'en France, les morts et les disparus hantent aujourd'hui les mémoires du présent. La douleur et la colère surviennent parfois comme seule réponse face à l'incompréhension creusée par l'absence de mémoire nationale. Malgré ces oublis qui portent atteinte par ailleurs au principe élémentaire de solidarité, il faut mentionner les expressions nombreuses d'une dignité profonde et résolue. L'espoir d'une reconnaissance entière s'est amenuisé, l'attente d'une expression de respect due aux anciens se prolonge indéfiniment au fil des décennies, et nombre de personnes s'interrogent pourquoi cette histoire ne mérite-t-elle pas d'être distinguée, elle aussi. Les multiples préjudices de cette persécution s'ajoutent à d'autres effets souvent insidieux. Les conséquences physiques sur la santé, les effets de la malnutrition, les conséquences psychologiques restent encore non prises en charge. Je rappelle juste que 40% des personnes internées en France étaient des enfants il y a eu des milliers, des centaines plutôt de naissances durant les camps, durant la période de fonctionnement des camps, de personnes qui vivent encore. Aussi, la relégation sociale, territoriale, spatiale n'a jamais été remise en question après la fin de la guerre. Je précise encore que des camps ont subsisté après le débarquement en juin 1944 et jusqu'en mai 1946. Sous l'autorité des préfectures rétablies dans leur plein droit, si je peux dire. Donc les administrations, en particulier préfectorales, n'encouragèrent pas la fin de cet ostracisme, bien au contraire, peut-on observer. En effet, l'exclusion fut à nouveau aggravée par les politiques discriminatoires poursuivies après 1945, alors que la loi de 1912 est restée en pratique jusqu'en 1969, remplacée par une loi tout aussi discriminatoire, il faut quand même le dire, sur le principe, qui n'a été abrogée qu'en 2017. Cette continuité juridique reste particulièrement inquiétante et forme une marque indélébile, le signe d'une fracture des principes républicains, le témoignage d'un anti-égalisme profond qui traverse la société française et engage l'histoire nationale de ce pays. Après 1945, diverses instances ministérielles se mobilisèrent pour poursuivre le traitement de la question des nomades en France, en requérant le rôle de personnalités présentés alors comme des experts de cette soi-disant question et des membres d'associations jugées représentatives. L'État a mis en place une politique volontariste de sédentarisation forcée qui a pris de multiples formes et dont nous venons de parler des dernières évocations finalement à travers l'invention de multiples euphémismes pour qualifier les lieux où devraient vivre ces personnes. Alors je n'insisterai pas sur les multiples dérives occasionnées par cette politique et sur les effets délétères produits sur les populations concernées qui se sont poursuivis et par une autre continuité inquiétante jusqu'à la politique des aires d'accueil contenue dans les lois Besson de 1990 et 2000, qui sont toujours en vigueur comme vous le savez. Je relèverai seulement le mécanisme qui s'est enclenché alors. En sollicitant des comités et des groupes de travail dont les missions avaient pour objet de résoudre la question présumée de l'habitat, avec le soutien de nombreux acteurs et associations pourtant bien intentionnés,
l'État a empêché, peut-être délibérément, cela reste en discussion, la constitution d'un corps associatif autonome. La mise sous tutelle et le contrôle, et par ailleurs la surveillance par les renseignements généraux, exercée sur ces collectifs, a hypothéqué durablement la possibilité d'une défense souveraine des intérêts des personnes et de leurs revendications, et en particulier de manière évidemment problématique dans le domaine des questions historiques, mémorielles, mais aussi culturelles. En clair, en contraignant les associations à se mobiliser ou à répondre aux injonctions de l'État au sujet de la question de l'habitat, les questions mémorielles, historiques, les questions culturelles ont été reléguées au second plan. De nombreuses tentatives formées pour inscrire l'histoire des persécutions dans le récit national et pour mettre fin aux discriminations furent abandonnées sans qu'aucune volonté de l'État ne se manifeste en faveur de ces groupements. Je parle de groupements qui apparaissent dès 1945 et qui se manifestent durant des décennies. Que les nomades, puis les gens du voyage, ou les gitans, ou les manouches, ou les roms de France puissent émettre des revendications et s'engager pour changer les regards et réclamer justice est longtemps resté perçu comme une incongruité condamnable. Ces circonstances ont entraîné une représentation qui demeure extrêmement fragile. Il n'existe ainsi en France aucun monument national, aucun référencement des lieux de persécution, aucune institution culturelle pérenne, aucun espace muséal spécifiquement dédié, aucune bibliothèque indépendante, aucun centre d'archives autonome, aucun lieu d'accueil des artistes et de toutes les expressions artistiques pourtant vibrantes et dynamiques qui sont présentes de nos jours. Cette situation s'est d'ailleurs trouvée aggravée encore davantage récemment par les annonces dissonantes qui ont évoqué la création d'un musée national sur le site de Montreuil-Bellay, alors que seul un projet municipal conçu comme un lieu d'exposition dont les contours restent flous n'existe à ce jour. Des états généraux de l'histoire et de la mémoire, animés par des associations et collectifs de toutes les composantes présentes en France, paraissent un préalable indispensable à toute future action, et ce n'est malheureusement pas le chemin pris par ce projet. Je finirai mon propos en soulignant que la France reste ainsi en retard face à ses voisins. Dès les années 1980, l'Allemagne a entrepris d'examiner les persécutions contre les Roms et Sinti et permis la création d'un centre historique et culturel à Heidelberg, inauguré en 1997. Entre 1988 et 1993, la Suisse a constitué plusieurs comités afin d'examiner la politique eugéniste exercée contre les Roms, Sinti et Yéniche au XXe siècle. Après plusieurs années de recherche, à la fin des années 2000, le gouvernement suédois a publié un rapport exemplaire sur les abus et violations des droits contre les Roms en Suède au XXe siècle. En 2023, malgré l'ampleur d'une discrimination durable, dont les effets sont toujours perceptibles, la société française semble encore loin de pouvoir affronter l'histoire longue de l'antisémitisme et se trouve ainsi située dans un groupe de pays d'Europe qui maintiennent un voile d'indifférence et un désintérêt complet pour les discriminations toujours à l'œuvre. Je vous remercie. Merci. Merci beaucoup, Hussein. J'en profite pour rappeler que vous avez notamment dirigé cette année le volume Persécution des Roms et Sinti et violences génocidaires en Europe de l'Ouest, 1939-1946, dans la revue d'histoire de la Shoah. Ce que vous disiez sur la question mémorielle, ça, juste vraiment en 2 mots, ça me rappelle une conversation que j'ai eue avec la présidente de l'ANGVC, l'Association nationale des gens du voyage citoyen, qui m'a en fait parlé du projet de mémorial qui aurait lieu à Montreuil-Bellay. Et en fait, elle déplorait que les associations, que les personnes d'IGAL, entre guillemets, ne soient pas associées à ce projet. C'est-à-dire qu'elle disait, c'est comme si on avait créé le mémorial de la Shoah sans les Juifs, en fait, ça n'a strictement aucun sens, quoi. Et je pense que ça montre finalement cette problématique, effectivement, à quel point le rapport que l'on a avec ces populations tziganes et leur histoire, ça montre à quel point c'est problématique. Voilà. Et à quel point on a encore beaucoup de chemin à faire. Je vais passer la parole à Samir Millet. Donc, Samir, tu es arrivé en France en 1996 dans le cadre d'un partenariat entre l'association Romanivax en Albanie et le Comité catholique contre la faim et pour le développement. Après une maîtrise en droit international et parallèlement à 2 masters en études de construction européenne et en solidarité et action internationale, vous êtes engagé dans plusieurs associations. En 2005,
Vous avez été donc ainsi l'un des fondateurs de l'association La Voix des Roms. Et vous allez donc nous évoquer notamment cette question, développer aussi cette question des génocides et des persécutions. Merci d'abord pour cette invitation, et ce n'est pas juste par protocole que je vous remercie, vraiment. Je vous remercie de manière très sincère parce que c'est rare qu'on se retrouve, trop rare, je trouve, qu'on se retrouve, et je fais la demande devant témoins. J'aimerais bien avoir vos interventions, Adèle et Ilsen. Avec Anthony, on se voit plus souvent, mais voilà, donc il y a vraiment besoin de se retrouver un peu plus souvent et de se coordonner parce que j'entends des choses très intéressantes qui méritent de nous animer, qui méritent de nous inspirer plus souvent dans les actions qu'on mène. Alors, je vais utiliser un diaporama sur l'antiziganisme. Je vais utiliser ça, mais je vais utiliser surtout aussi quelques mots-clés qui ont été prononcés dans les interventions précédentes, notamment cette exclusion spatiale que Adèle a évoquée tout à l'heure et qu'on connaît, qu'on voit à l'œuvre, l'exclusion sociale, l'exclusion politique, et en fait, quand je vois tout ça, moi je vais au-delà, et dans la présentation on va le voir, il s'agit là, quand on parle d'exclusion sociale, spatiale, etc., ce ne sont que des déclinaisons d'une exclusion qui est, elle, beaucoup plus profonde et qui est une exclusion conceptuelle. On parle ici de tziganes. Je parle de tziganes, je parlerai de tziganes. Quand en 2005, on avait créé la Voix des Roms, une de nos idées, notre principal cheval de bataille, c'était de dire, nous sommes Roms et il faut nous reconnaître dans ce que nous sommes, c'est-à-dire que cet endonyme doit être reconnu et utilisé dans le discours public, dans l'espace public, parce que c'est ce que nous sommes. Et ensuite, au fil du temps, on s'est rendu compte que pour la société majoritaire, il était impossible de nous comprendre. Ce n'est pas par manque de volonté, c'est par déformation des esprits depuis au moins le XIXe siècle. Nous sommes, alors à l'époque nous disions, nous sommes un peuple. Il nous est arrivé même de dire, en fait, si on prend l'essai de Ernest Renan, Qu'est-ce qu'une nation, nous, en lisant cet essai d'Ernest Renan, je me disais, mais en fait, c'est nous. Ce dont Ernest Renan parle, les Roms, on entre parfaitement dedans. Eh bien, oui, sauf que Ernest Renan a fait cet essai sous commande, dans un contexte très particulier, pour un objectif politique très précis, ce qui nous amène à voir les liens qu'il y a entre la politique, c'est-à-dire une organisation, des compromis, etc., et le savoir, de l'autre côté. Quel est le lien entre le savoir et la politique? Nous sommes à l'Assemblée nationale aujourd'hui, c'est un lieu de décision, c'est un lieu de pouvoir, et d'où mon remerciement très sincère d'amener du savoir divers, et de nous donner cette occasion d'articuler nos connaissances, nos idées, nos expériences aussi de terrain. Les tziganes, alors je disais, nous, avant nous disions, nous, Roms, nous sommes un peuple. Aujourd'hui, je vous dis, nous, Roms, nous sommes un anti-peuple. Et vous allez voir pourquoi. Nous sommes un anti-peuple. Nous, dans notre ensemble. Maintenant, nous, individuellement, chacun de nous, tziganes, nous sommes aussi et surtout un anti-citoyen. C'est ici, là, l'exclusion conceptuelle dont je parle, et qui se décline ensuite dans ce qui est le plus spectaculaire que nous voyons.
les aires d'accueil, les bidonvilles, les discriminations à l'emploi, les agents municipaux qui n'acceptent pas des demandes de domiciliation ou qui sortent, ou les agents de la CAF, à chaque fois qu'on amène un document, on nous demande un autre, et ainsi de suite. Alors nous sommes un anti-peuple parce que le tzigane, et pas le Rom, pas le Manouche, pas le Yéniche, pas le Giton, le tzigane a été, est une création intellectuelle au service de politique nationale, au service de construction d'identité nationale, et on va passer là dans le détail. Donc, l'antiziganisme, c'est une forme de racisme, c'est un racisme spécifique européen, et là, chaque mot a son importance parce que le racisme, très souvent quand on parle de racisme, on parle aussi des colonies, par exemple. Donc, le racisme était la justification théorique d'une politique menée, entre autres, dans les colonies. Là, il s'agit de quelque chose de très spécifique parce que c'est un racisme européen, c'est-à-dire que le racisme en tant que théorie justifiant une politique a été un produit européen consommé en dehors de l'Europe. En ce qui nous concerne, il a été consommé ici, sur le sol européen, et il continue de l'être d'ailleurs. Et il est spécifique, on va voir en quoi. Ici, nous avons la définition de l'antiziganisme selon l'Alliance européenne contre l'antiziganisme, qui est une structure regroupant plusieurs associations sur le plan européen et aussi des chercheurs. Alors, l'antiziganisme est le racisme spécifique contre les Roms, les Sinti, les Gitans, les voyageurs et autres personnes, très important, autres personnes qui ne sont dans aucune de ces situations-là, stigmatisées en tant que tziganes, entre guillemets, ou gens du voyage, entre guillemets encore, dans l'imaginaire public, et ce, indépendamment du terme qu'on utilise pour les nommer. C'est très important parce que Anthony parlait par exemple des violences du printemps 2019 avec la camionnette blanche. Les publications Internet sur les réseaux, elles n'utilisaient pas le mot tzigane, elles n'utilisaient pas le mot rom, elles disaient roumain. Mais dans l'imaginaire de 2019, quand on dit roumain, ce n'est certainement pas l'ambassadeur de Roumanie, ni le travailleur du chantier dans l'immeuble, ça correspond à une image bien précise, que ce sont en fait les habitants des bidonvilles, qu'ils soient à Rome ou pas. Voilà le tzigane donc comme cible de cette forme de racisme. Vous connaissez la formule, c'est l'antisémitisme qui fait le juif. Je suis moins certain de sa pertinence concernant les juifs, je suis beaucoup plus certain de la formule, c'est l'antiziganisme qui fait le tzigane. Le tzigane est une pure création de l'antiziganisme. Le tzigane est contemporain de l'antiziganisme. Ce sont deux choses qui se construisent en même temps. Alors, c'est un ensemble flou. Le tzigane est un ensemble flou d'avatars changeants, comme on les voit défiler, mais prégnant dans les esprits de manière permanente. C'est-à-dire que le tzigane, un coup c'est joli, un coup c'est moche, un coup c'est sale, un coup c'est propre, un coup c'est des caravanes, un coup c'est des moustaches, un coup c'est les Yougos qui arrivent, un coup c'est les Roumains qui arrivent. Tout ça, ça change dans le temps, ça change aussi d'une ère géographique à l'autre, mais ça ne disparaît jamais. Il est toujours là. Il est toujours là. Et il est toujours là comme l'autre absolu. Là, je prends deux exemples et je fais un lien. Je ne suis absolument pas un spécialiste, je ne suis pas un historien, donc je provoque tous dont c'est la spécialité et je lance cet appel d'aller vérifier et de me contredire s'ils doivent me contredire. En tout cas, ce que j'ai vu, c'est que cette opposition trouve son origine dans les principautés roumanophones à partir du fin du XIVe siècle, où on pratique l'esclavage,
Alors c'est intéressant parce que le racisme et l'esclavage sont très liés, mais encore une fois, surtout dans les colonies, dans ce qu'on connaît dans les débats publics, là on a un esclavage qui se déroule ici en Europe et qui est même plus ancien que l'esclavage en Afrique et qui a duré pendant 5 siècles. C'est aussi l'esclavage le plus long de l'histoire connue. Donc, en ancien roumain, en langue roumaine ancienne, la dénomination romaine n'est évidemment pas une appellation nationale, parce que la nation n'existait pas en tant que concept, même à l'époque, même le peuple, le peuple n'était pas une entité politique. Mais roumain, donc, dans cette période de l'esclavage, qu'on date de 1387, parce que c'est là où on a la première preuve, roumain, ça voulait dire paysan, tout simplement, paysan, libre, et tzigane, dès le début, dès 1387, et l'appellation, elle aussi, à caractère social, c'est les tziganes. Les tziganes, c'est les esclaves, c'est ceux qui ne sont pas libres, ils sont propriétés des maîtres, qui peuvent être l'Église, des particuliers, des princes, etc. Alors, c'est dans cette usine roumanophone, je l'ai appelée de l'esclavage, que se crée le concept du tzigane et le terme aussi. Linguistiquement, l'étymologie du mot tzigane vient du grec. Mais sociologiquement, ce concept est forgé dans les deux principautés roumanophones qui pratiquaient l'esclavage de 1387 jusqu'à 1856. Et dans cette principauté-là, tzigane donc était l'appellation de l'esclave et synonyme de cet état d'esclave. Mais les esclaves ne sont pas tous roms. Comme de la même manière, dans les bidonvilles, il n'y a pas que des roms. Comme de la même manière, dans les aires d'accueil, il n'y a pas que des monges ou que des yéniches. Voilà. Par contre, tous les roms dans cette principauté-là sont esclaves. Parce que c'est codifié, et c'est codifié d'une telle manière que un rom ne peut pas échapper à l'esclavage, sauf exception, mais c'est vraiment très 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 rare. Et cette assignation à la catégorie sociale des esclaves, qui est systématique pour toute une ethnie, et qui forge finalement l'autre absolu, que c'est un processus qui finalement prend sa forme consolidée en France, d'où il repart ensuite en Europe, parce que la France est un pays très influent dans l'ensemble de l'Europe. Et donc, le tzigano-bohémien nomade ou l'autre tour Eiffel. Pourquoi l'autre tour Eiffel? Parce qu'il y a... c'est la matière première et le produit. Vous savez, ou pas, la tour Eiffel, entre autres, on avait acheté de l'acier en Roumanie pour la construire. Et de la même manière, ce concept du tzigane en France, c'est la fin de la fabrication du tzigane en tant que concept, puisque à la fin de l'esclavage, beaucoup d'anciens esclaves fuient des principautés romanophones. En fait, il y avait eu une abolition auparavant, un rétablissement, et donc quand il y a eu la deuxième abolition, beaucoup d'esclaves se sont dit on ne va pas attendre que ça se rétablisse, on va partir. Et beaucoup sont partis de cette principauté-là. Une partie d'entre eux sont arrivés en France, et avec cette arrivée de cette nouvelle population, il y a aussi la jonction entre deux images, celle des bohémiens qui étaient en France depuis le XVe siècle et qui voyageaient parce que les deux premiers documents de leur présence en France attestent aussi surtout de leur chasse. En 1419, Chalaron-sur-Saône, on leur demande de partir, on leur donne de l'argent pour qu'ils partent. En 1427, aux portes de Paris, pareil, on les laisse
quelques jours se reposer et ils partent ensuite vers l'Oise. Et donc, c'est en France que le tzigano-bohémien nomade se forme dans le milieu savant avant, et le nom tzigane même commence à être utilisé à ce moment-là. Avant, on parlait d'Égyptiens, on parlait de Bohémiens, et le nom tzigane arrive avec cette circulation, cette arrivée de personnes, et la circulation des idées entre la France et la Roumanie, qui existait déjà à l'époque, évidemment. On a parlé de la loi de 1912, donc je ne vais pas aller dans les détails, sauf sur ce point précis que le fameux nomadisme, il est une réalité parce que depuis le début, dès qu'ils arrivent, on leur demande de partir, donc quand tu pars, ben tu pars, mais quand tu arrives et on te demande de repartir, tu repars à nouveau, et donc ça forme une culture. La culture, contrairement à ce que pensent les essentialistes, la culture, ce n'est pas quelque chose donné une fois pour toutes. La culture, c'est ce qu'on cultive dans les conditions dans lesquelles on évolue. Donc, ce concept de tzigane circule ensuite à partir de la France dans d'autres pays de l'Europe, parce que la France n'a plus aujourd'hui l'influence qu'elle avait au XIXe siècle. Mais pas que sur ce domaine, mais vous prenez le droit civil turc, par exemple, c'était du copier-coller sur le droit français. Et puisque nous parlons de citoyenneté, puisque nous sommes à l'Assemblée nationale, je veux parler aussi d'un cadre européen qui a été posé pour 2020-2030. Il y avait eu un premier les années précédentes, et ce nouveau cadre stratégique parle de l'égalité et de la participation et l'inclusion des sans nom au sans nom, parce que, pourquoi? Nous sommes les sans nom au sans nom. Nous n'arrivons pas à nous définir, et là, je reviens sur l'anti-peuple que nous sommes, de manière objective. Nous sommes un anti-peuple. De manière subjective ensuite, chaque sujet, on est des anti-citoyens parce que les politiques ont été construites de telle manière que les tziganes restent l'anti-citoyen. En fait, un peuple, normalement, c'est un groupement de personnes qui vit sur un territoire donné, qui s'organise politiquement à un moment donné et qui se proclame nation. Dès le départ, nous sommes les sans feu, sans Dieu, sans foi, sans loi. C'est comme ça qu'on nous décrit, de manière positive ou négative. Les stéréotypes ne sont pas toujours positifs ou ne sont pas toujours négatifs. Mais nous sommes, Romanichel, par exemple, le nom Romanichel n'est pas un mot. Romanichel, ça veut dire peuple rome. Ce sont les linguistes qui ont trouvé le sens de Romanichel. On ne savait pas ce que ça veut dire. Romanichel, on sait par contre ce que ça veut dire dans la bouche des personnes aujourd'hui. Quand on est traité de Romanichel, ça ne fait pas plaisir. Et il y a des politiciennes qui ont donné des preuves. Puisque nous sommes construits dans la dispersion, enfin nous sommes construits, non, nous ne sommes pas construits. À partir de l'arrivée en Europe, nous avons été partis dans différentes directions et cette diversité existe encore aujourd'hui. L'unité linguistique dont parlait Adèle existe pour ceux qui ont une origine indienne. Alors là, il y a les Roms, il y a les Gitans, il y a les Manouches, et il reste aujourd'hui cette unité linguistique qui est soit opérationnelle, je peux parler en romanesque avec n'importe quel Rom qui parle romanesque, et qui est aussi symbolique. C'est-à-dire que quand je rencontre des Gitans, les Gitans que je rencontre et que je rencontre pour la première fois, ils vont créer cette connivence en me disant quelques mots en romani qu'ils connaissent, parce que c'est transmis de génération en génération. Et avec les Manouches, c'est encore plus simple, on peut communiquer, pas avec la même aisance, mais
pas avec la même raison qu'avec des Roms de Russie par exemple, mais on peut communiquer sur des choses simples. Mais nous n'avons pas eu d'organisation politique, au sens s'organiser, pas au sens structurel, qui maintiennent tout ça, qui nourrissent tout ça, ou qui décident que finalement, les Gitans c'est une chose, les Manouches c'est une chose, les Roms c'est une autre chose. Et en revanche, l'antiziganisme, qui lui est un processus des institutions et depuis très longtemps, comme on l'a vu, lui il a réussi à créer le tzigane comme le négatif du citoyen. Le tzigane existe au sens photographique comme l'anti-citoyen, comme le négatif du citoyen. Ce qui doit être sombre dans une photo est clair dans le négatif. Autrement, ça ne peut pas marcher, la photographie. Donc, on a construit le tzigane de cette manière-là. Et si aujourd'hui on parle de la nécessité de participation des premiers concernés, par exemple, de l'égalité et de l'inclusion de ces personnes que je suis obligé de l'appeler son nom en son nom, il faut commencer d'abord par détruire ce lien malsain entre le tzigane et le citoyen. Donc, d'abord, le comprendre qu'on est français, entre autres parce qu'on a rejeté le nomade, le Romanichel. Parce qu'on a construit le Romanichel comme on a voulu nous, et pas comme le Romanichel voulait peut-être se construire, et que de toute façon, il n'a pas eu la possibilité de se construire de manière autonome ou souveraine, comme disait Ilsen tout à l'heure. Ensuite, il faut déstigmatiser chacune de ces identités qui ont été amalgamées dans l'ensemble flou tzigane. Les Yéniches, par exemple, sont une population distincte des Roms et des groupes romani, en général. La langue yéniche, qui n'est plus parlée aujourd'hui, montre que ce n'est pas une population d'origine indienne comme le montre la langue des trois groupes, donc Roms, Gitans et Manouches. Il faut donc une déstigmatisation de chacune de ces identités-là, et enfin, c'est là où on peut ensuite partir sur un objectif politique commun et universaliste, pour le coup. C'est que on peut, à partir de cette déconstruction et de cette déstigmatisation, partir sur la reconstruction d'une citoyenneté qui respecte les appartenances diverses telles qu'elles sont ressenties, parce que c'est ces identités-là, en fait, qui constituent la vraie richesse de nos sociétés. Et le flou autour du tzigane, et autour des tziganes comme catégorie, c'est ce qui a permis dans l'histoire les persécutions, ce qui permet encore aujourd'hui des discours politiques qui ne seraient pas acceptables et qui ne sont pas acceptés s'ils visent d'autres populations. Donc, il y a les trois mots-clés d'égalité, participation et inclusion sur lesquels je pense que nous sommes tous d'accord, ne peuvent pas être atteintes sans une déconstruction, le lien malsain entre tziganes et citoyens, une déstigmatisation. Chacun des groupes visés par l'antitziganisme doit avoir accès à une connaissance sur qu'est-ce qu'il est, ce groupe-là, parce que nous ne savons pas. Et là, je vous fais part de quelque chose de très personnel. Ça me gêne beaucoup que les connaissances sur chacun de ces groupes soient plus développées à l'extérieur qu'à l'intérieur des groupes eux-mêmes. Les non-Roms savent plus sur les Roms que les Roms eux-mêmes, parce que ces connaissances-là ne circulent pas, les outils ne sont pas toujours là. Et ensuite, la reconstruction de la société qu'on veut, démocratique et diverse, ne peut arriver qu'après. C'est pour ça que je disais donc, au début, il y a un vous et un nous. Il faut l'accepter. Il y a dans ce vous et nous, vous ne pouvez pas nous comprendre sans vous comprendre vous. Il y a c'est dans cette dualité, soit on comprend l'un par l'autre, soit on ne comprendra jamais
Et donc, on va continuer dans ces divisions, et dans ces discours, et dans ces actions qui ont connu des phases très intenses, comme le génocide ou comme les violences en 2019. Merci. Merci beaucoup, Semir. Je pense que votre intervention complétait bien celle d'Adèle Sutre sur la question sémantique. Alors j'en profite juste pour dire rapidement que j'ai eu des nouvelles de Marietta qui a une urgence médicale, c'est pour ça qu'elle n'est pas là. Donc je vous prie de bien vouloir l'excuser. Donc je vais donner la parole à Marie-Joselyne Guédon, qui est responsable de la commission Rome, Tzigane, gens du voyage en Europe. Et à ce titre, elle est membre du conseil d'administration du collectif Droits de l'homme Rome Europe. Elle a récemment coordonné la réalisation de l'exposition Voyageuses, voyageurs, que veulent-ils et l'organisation de la formation du MRAP sur l'antiziganisme au mois d'octobre dernier. Donc elle va témoigner du travail accompli par le MRAP. Donc je lui laisse la parole. Donc moi je suis ni historienne ni sociologue, donc je vais parler de... C'est bon. Donc, je suis ni historienne ni sociologue, je vais vous parler donc, de ce que peut faire une association en France, donc sur la question de l'antiziganisme et de sa déconstruction, qui était le thème de la table ronde, et donc des actions qu'on mène sur ce terrain et de la problématique que ça pose. Donc une de nos premières tâches, c'est déjà de faire apparaître l'antiziganisme comme du racisme, comme une forme de racisme qui a été longtemps ignorée. Bon, je ne vais pas revenir sur tout ce qui a été dit avant. Ce qui se passe, c'est que beaucoup de personnes, soit parce qu'elles sont militantes antiracistes, mais sur d'autres sujets, soit parce qu'elles sont elles-mêmes victimes de racisme pour d'autres critères, ne s'imaginent pas qu'elles peuvent être susceptibles d'avoir une idée raciste par rapport à d'autres populations. Y compris nous-mêmes, enfin, ça touche un peu tout le monde. C'est quelque chose qui est tellement ancré depuis tellement longtemps qu'il y a des idées préconçues, des idées qui peuvent toucher tout le monde. Et vis-à-vis des personnes dites tziganes, c'est un petit peu compliqué aussi par le fait que ces préjugés ils sont parfois positifs et qu'on voit souvent donc, les Roms, les Tziganes comme des gens qui sont libres, qui sont des artistes, mais ce qui revient aussi à poser une exclusion de la société comme des personnes qui ne seraient pas comme nous, pas normales, pas intégrées, pas incluses. Donc ça, c'est des problématiques qui sont à discuter et c'est pas forcément évident de poser la question de l'antiziganisme comme une forme du racisme de faire apparaître. Donc maintenant, c'est quelque chose qui progresse quand même régulièrement. Donc pour nous, on avait fait une brochure. Bon, ce qu'on essaye de faire, c'est de le traiter aussi avec d'autres formes de racisme. On a fait une brochure sur des formes du racisme, l'unité pour les combats contre le racisme, l'égalité réelle, l'amitié entre les peuples, où on traite, on parle du racisme de façon générale, et avec des chapitres spécifiques sur l'antisémitisme, sur l'islamophobie, sur l'antiziganisme, sur la négrophobie, en sachant qu'il y a d'autres formes de racisme par rapport aux personnes asiatiques, par exemple, ou encore d'autres formes. Mais donc il y a une seule, le racisme c'est une chose, c'est une hiérarchisation des personnes suivant de différents critères qui peuvent être des religions, des couleurs, et c'est pas seulement la question biologique, mais qui ont des formes, chacune des formes spécifiques. C'est bien d'en parler pour l'antiziganisme. Donc intégrer cette question dans des thèmes où elle n'apparaît pas toujours, aussi c'était quelque chose qu'on a essayé de faire. On avait fait en 2014 un colloque sur l'esclavage et on avait fait intervenir quelqu'un qui parlait de l'esclavage en Roumanie. Donc ça c'est quelque chose qui est assez important aussi, de faire inclure ces thèmes dans des questions plus générales. Sur cette question de l'esclavage, donc il est sorti il n'y a pas longtemps un livre sur l'esclavage dans le monde qui
en parle depuis l'Antiquité, qui ne dit pas un mot sur la question de la Roumanie. On a fait des petites séries de vidéos sur des discriminations, donc 4 vidéos sur des situations diverses de populations victimes de discrimination, avec une famille d'un bidonville de Seine-Saint-Denis. Après, on a fait une petite série aussi pour des débats sur les discriminations, où il y avait une question de sport, une question de port du voile, et aussi on avait inclus une question de refus de scolarité pour une enfant de bidonville de Strasbourg. Et donc essayer d'inclure cette question-là dans d'autres problématiques. Donc du point de vue des politiques publiques, donc cette idée avance un petit peu. Donc il y a la CNCDH qui inclut maintenant donc, l'antiziganisme dans les questions de racisme. Il y a aussi la question du plan contre le racisme. C'est une idée qui avance, mais qui pourrait avancer plus. On reviendra après sur les contradictions que ça pose avec d'autres choses. C'est aussi faire mieux connaître les personnes et la diversité des populations, justement pour aller un petit peu contre cette idée de généralisation. On a un vocabulaire courant qui est ambigu. On parle de camps, de campements en dehors de leur contexte historique. Donc c'est quelque chose qui renvoie au nomadisme, qui est quelque chose de très minoritaire. Mais parler de camp roms, ça a un sens qui renvoie à ça, même si c'est pas forcément conscient. Donc c'est des choses qu'on essaye de changer un petit peu. Ça renvoie à des idées reçues, des amalgames, des installations sauvages faute d'aire d'accueil perçu, qui du coup, ou des bidonvilles parce qu'on n'a pas d'autres moyens de logement, apparaissent comme des choix culturels dans ce contexte-là. Donc il y a aussi tout un pseudo-savoir sur des us et coutumes, des traditions, qui aboutit aussi à une essentialisation culturelle. Donc nous ne sommes pas un mouvement culturel, mais on va faire apparaître justement la réalité et la diversité des populations, et surtout faire se rencontrer les gens pour déconstruire les préjugés. Donc on a différents moyens d'action. On a organisé des colloques, le dernier avec IMAD, qui est un mouvement international contre le racisme et la discrimination, en 2015, qui portait surtout sur 2 sujets, les minorités discriminées au Japon et donc les Roms tziganes en Europe, en France en particulier, mais pas seulement. Et organiser des débats spécifiques aussi. Donc il y a un groupe de Tarbes qui a organisé une conférence musicale sur les gens du voyage dans la chanson française et qui circule un petit peu partout en France. Dans ces chansons, donc, ils montrent un peu l'expression des voyageurs et aussi l'expression sur eux. Et animent à partir de ça des débats locaux qui sont une occasion de discuter de ce thème-là, éventuellement avec des gens concernés. Des expositions itinérantes, on en a fait plusieurs. On a fait une sur les gens du voyage en 2005. On a fait une qui s'appelait Les droits des Roms, point d'interrogation, les droits de l'homme, en 2012, qui a été actualisée après cette question de l'accès au travail. Et puis en 2022, donc, on a constaté que l'exposition de 2005 était toujours demandée alors qu'elle était complètement dépassée, et on a décidé donc de la refaire. Donc ça, je vais revenir tout à l'heure sur cette exposition. En octobre dernier, donc, on a organisé aussi une formation pour les militants sur le thème de l'antiziganisme qui a été ouverte à d'autres associations. Pour nous, donc, il s'agit aussi de combattre l'expression du racisme et les discriminations sur un plan juridique, avec pas mal de procès pour des propos racistes qui ont pu concerner Jean-Marie Le Pen, Gilles Bourdoulet, aussi une intervention d'une de nos avocates dans l'affaire de Minette Blanche. Villeron aussi, il y a une expulsion d'un bidonville avec propos racistes et des personnes qui ont fait acte de violence donc pour faire partir des habitants, avec l'appui du maire et dans l'indifférence de la police. Donc ça, c'est aussi une affaire sur laquelle il y a tout un groupe qui travaille sur le plan juridique. Et aussi la lutte contre les discriminations, donc dans les comités locaux, et principalement avec les collectifs Rome Europe, dont le MRAP est membre fondateur.
Donc ces discriminations attachées à l'antiziganisme, elles se posent dans des contextes différents. Donc nous, on peut agir pour un droit commun, mais un droit commun qui doit évoluer, qui doit permettre le choix de sa vie. Par exemple, donc, si on vit en caravane, on peut avoir les mêmes droits que ceux qui ont n'importe quel autre type de logement. Le droit aux aides au maintien à domicile, par exemple, le droit à avoir une assurance. Au contraire, donc, quand il y a des conditions de vie imposées, donc là, le droit commun doit aussi permettre d'y répondre. Et on a eu une petite avancée, par exemple, sur l'obligation de scolariser les enfants d'âge scolaire, même s'ils n'avaient pas de domiciliation. Donc, disons que ce droit doit être le même pour tous, mais doit aussi évoluer. Donc, il ne s'agit pas de créer un droit spécial pour certaines catégories, mais de faire évoluer le droit de façon qui corresponde aux besoins de tout le monde. Donc on a des interventions locales, un nombre assez important, donc quand il y a des problèmes avec des bulletins municipaux, des questions de stationnement, des choses comme ça. Et donc récemment, dans cette exposition Voyageurs, voyageuses, que veulent-ils, dont je vais vous parler un peu plus. Merci. Donc c'est une exposition qu'on a faite en 2022, donc avec un financement d'ICRA pour le graphisme. Et donc ce qu'on s'est dit, c'est que si on voulait en fait changer le regard sur les voyageurs, il fallait peut-être déjà nous-mêmes changer de point de vue par rapport à dans l'exposition qu'on avait faite en 2005, c'était de façon assez classique, qui sont-ils? On avait un point de vue extérieur. Et on répondait à des questions d'un monde qui se posait des questions sur un monde différent. Donc là, ce qu'on a voulu montrer, c'est, disons, le point de vue des personnes elles-mêmes, et montrer plus du commun que de la différence. Il s'agit moins d'expliquer des différences que de montrer ce qui va être commun et en quoi il y a discrimination, donc un problème dans cette société majoritaire. Donc, cette exposition, elle se compose de 11 panneaux et un livret. Donc la question, on a posé la question, que veulent-ils? On a essayé de voir donc avec des personnes concernées dans une diversité. C'est-à-dire qu'on a des gens qui parlent de thèmes différents. On a vu des personnes jeunes, des personnes âgées, des femmes, des hommes. On a utilisé les publications, les travaux de recherche faits par ces personnes. Et on a travaillé avec eux quand même sur la question de chacun des panneaux. Ce n'est pas seulement des témoignages de gens qui viennent appuyer un discours extérieur, c'est au contraire leur discours qui est au centre du panneau. Et on l'a après ensuite commenté par d'autres informations historiques et autres. Donc, oui, sinon, voilà. Je peux faire le domicile. Donc, on essaie de poser donc la question à des gens. Donc, qu'est-ce que veulent ces gens qu'on appelle
s'appelle voyageurs, donc ça, il y avait un petit peu un consensus avec eux sur l'expression voyageur, plutôt que du voyage qui était une question administrative, et d'autant plus que tous ne voyagent pas. Donc certains veulent voyager, c'était le premier panneau qu'on avait. Donc conserver une mobilité pour aller à la rencontre de la famille, pour une naissance, dans différentes situations. Et on a construit donc ces panneaux avec différentes questions. Là, on avait travaillé avec William Acker, on avait aussi on a eu une participation de l'artiste Gabriel Jiménez, et puis on a utilisé beaucoup aussi le rapport de l'Observatoire des droits des citoyens itinérants. C'est un rapport qui recensait un petit peu toutes ces questions du voyage. Voyager, mais bon, tout le monde ne voyage pas et ne souhaite pas voyager, même si les gens se définissent comme des voyageurs, ou voyager de temps en temps quand on le veut, ce que veulent les gens, mais ce qui n'est pas toujours possible. C'est-à-dire que certains font un déplacement forcé parce qu'ils sont expulsés, d'autres vont être obligés ne pourront plus rester parce que ne pourront plus bouger, parce que s'ils savent que s'ils bougent et s'ils quittent leur aide à l'accueil, ils n'en trouveront pas une autre. Donc on a posé cette problématique-là dans ce deuxième panneau. Sur le troisième, donc la reconnaissance comme citoyen. Donc là, on a un petit peu des questions historiques sur cette question de la reconnaissance de la citoyenneté qui a abouti, disons, en 2017 avec la loi égalité et citoyenneté qui a supprimé le statut des gens du voyage, mais pour lesquels il reste quand même encore des petites questions de discrimination par rapport à l'habitat en caravane en particulier, l'habitat traditionnel. Et donc là, on a fait un petit peu un historique de la façon dont les gens ont été considérés comme des étrangers, alors qu'ils avaient donc la nationalité française, mais une considération comme des personnes qui n'avaient pas de plein droit à la nationalité française. Donc je rappelle que jusqu'à une dizaine d'années, pour voter, s'il y avait un droit discriminatoire, il fallait être inscrit dans une commune depuis 3 ans, ou on était domicilié depuis 3 ans, alors que toute personne SDF avait le droit de vote quand elle est domiciliée sur une commune depuis 6 mois. Donc c'est quand même une discrimination qui a disparu il n'y a pas si longtemps par rapport à la question de citoyenneté. Donc cette question de ne pas être perçu comme des Français à part entière, c'est quelque chose qui est encore vécu actuellement, que beaucoup de gens sont considérés comme des étrangers. Donc on a ensuite décliné un certain nombre de droits sur l'accès au travail, les discriminations qui peuvent se poser. On avait travaillé sur cette question avec Michael Guérin. Et puis aussi un cirque, parce que la question du cirque, c'est un des métiers traditionnels qui rencontre beaucoup de difficultés, certains s'adaptent, d'autres beaucoup plus de difficultés, et je trouve qu'il y a une activité quand même beaucoup pratiquée par les voyageurs. Donc la question de la scolarité aussi, avec des questions de discrimination. Donc, on a fait état aussi du rapport du défenseur des droits. La question de la santé, qu'on a liée surtout à la question de la relégation sur des aires polluées qui mettent en danger la vie des gens, avec là beaucoup de collectif des femmes d'LM qui avait fait un petit film qui s'appelle Nos poumons sur du béton, qui montrait, qui elles sont sur une aire qui est coincée entre des champs de maïs et des pesticides, une concasserie de béton et une usine de béton. Il y a trois sources de pollution au fond de l'air et ils n'arrivent pas à obtenir autre chose. Alors là, je vais revenir après plus particulièrement sur ce panneau-là, sur la reconnaissance des persécutions de 1940 à 1946. Donc je vais y revenir en détail.
Ils veulent en finir avec le racisme et les discriminations. Donc ça, c'est aussi un des gros problèmes qui se posent. Donc le texte central, c'est avec Dylan Schultz, qui est aussi la voix des femmes, mais qui a participé à un projet avec des jeunes dans des lycées ou d'autres établissements pour des discussions entre jeunes sur cette question-là, donc qui utilisent le même vocabulaire, qui ont les mêmes connaissances un petit peu des mêmes choses qui se passent. Et puis d'autres associations qui travaillent localement sur le sujet. Donc ils luttent pour leurs droits, que c'est de montrer que ces personnes ont elles-mêmes entamé des luttes depuis très longtemps, et des luttes qui en 2010, justement avec cette question Sarkozy a vraiment fait beaucoup pour qu'on bouge un peu contre l'antiziganisme, parce qu'il avait fait une déclaration, il était un peu dans le même sac, disons, les immigrés, les gens du voyage, les Roms, toutes sortes de formes qu'il associe à la délinquance. Et c'est quelque chose qui a fait bouger aussi beaucoup d'associations, de milieux. Et je me souviens qu'à cette époque-là, il y a eu, à ce moment-là, des choses communes qui ont été faites avec des gens des grandes villes, avec des voyageurs, avec des associations de quartier. C'est une question qui a été à ce moment-là perçue beaucoup comme une question qui relevait du racisme. Mais c'est donc une lutte ancienne chez les voyageurs qui ont des revendications qu'ils expriment depuis longtemps. Donc on avait fait un dernier panneau qui s'appelle « Pour mieux les connaître ». Donc on avait pu l'appeler aussi « Ils ne veulent pas qu'on parle à leur place ». On n'avait pas pensé sur le moment, et qui donne la liste des gens, des associations avec qui on a travaillé ou dont on a utilisé les travaux, pour par exemple le lycée, et qu'on suggère beaucoup aux gens qui empruntent l'exposition d'inviter pour ces débats, pour que ce débat se fasse avec ces personnes. Donc je vais revenir sur le panneau qui est... Parce que la question était présentée au départ un peu pour cette table ronde, surtout sur la question mémorielle. Voilà. Donc la question centrale, sur ce panneau, donc on l'avait conçu en montrant d'abord on parle de 1940 à 1946, et un texte central de Sébastien Marteneau, qui est une personne âgée, qui est membre de l'association De Ma Vie. C'est la défense des personnes qui ont vécu en internement et de leurs descendants. Le nom exact, c'est Devoir de mémoire aux voyageurs internés et leurs enfants. Donc ce texte, ce que nous dit Sébastien, c'est « Ma famille s'est battue pour la France. Ma grand-mère est née en prison parce que pendant la guerre de 14-18, ils enfermaient les femmes et envoyaient les hommes se battre. En 1939, mon grand-père, Georges Stéphan, était combattant. Quand la guerre a été perdue, il a été interné à Saint-Maurice aux Riches-Hommes. Ma maman est née dans le camp le 19 août 1943. Mes grands-parents ont été spoliés de toutes leurs affaires, la roulotte, les chevaux. Ils n'avaient presque rien à manger, ils étaient maltraités. Mon grand-père était une forte tête, alors ils ont été emmenés par les gendarmes à Dijon, puis à Sens, et ont été déportés à Grenoble. Quand ils sont revenus, ils n'avaient plus rien et dormaient dans des granges. Mon père a travaillé 1 an pour racheter une roulotte et un mulet pour la tirer. Ma famille a perdu des gens pendant ces guerres-là. La guerre a laissé une énorme cicatrice aux gens du voyage, il faut le savoir. On ne parlait plus aux gens, on avait peur. Quand on arrivait dans un village, ma mère me disait « tais-toi, des paysans ». Des familles se cachent pour que leurs enfants ne connaissent pas ce qu'ils ont vécu. Encore aujourd'hui, dès qu'on voit les gendarmes, on a peur. On est toujours obligé de se justifier d'être là. Quand je vois comment les Inuits me parlent aujourd'hui, ça me fait peur. On me demande de quel pays je viens. Je ne suis pas un étranger. Je suis descendant d'immigrés, français à part entière. Ce qu'on veut, c'est qu'on apprenne à l'école ce qui nous est arrivé et la fin des discriminations et du racisme.
Donc dans ce texte-là, on a beaucoup de choses. Je crois qu'ils apparaissent beaucoup mieux en donnant directement ce texte qu'en en faisant un texte qu'on aurait rédigé nous-mêmes à partir de là. Donc, ce que nous apporte ce texte par rapport à ce qui est en général connu dans la population, donc c'est le fait, ce qui est important aussi pour Sébastien, c'est que le passé de sa famille, c'est-à-dire la participation à la Première Guerre mondiale, et donc cette conscience de faire partie de la nation française qui est le déni de cette chose. C'est ça qui est une des choses qui ressortent. Ce qui ressort aussi par rapport à ce qui est connu, c'est la déportation à Buchenwald, qui est beaucoup moins connue. Bon, les gens se connaissent donc en général l'internement dans les camps en France et la déportation des gens qui étaient dans le nord de la France, qui dépendaient directement de l'Allemagne et ont été déportés à Auschwitz, ce qu'on appelle le camp Moiselle. Mais aussi d'autres déportations vers Buchenwald ou vers d'autres camps qui sont beaucoup moins connues. Et ça, c'est quelque chose qui est quand même moins connu. Et ce qui est aussi extrêmement important, c'est les conséquences actuelles de cet internement. Donc, y compris sur les générations qui ont suivi. Donc, la question de la peur, du fait de se cacher. Beaucoup de gens à ce moment-là n'ont plus voulu apparaître visibles comme nomades, ont transformé aussi leur façon de s'habiller, la langue aussi n'a pas été transmise à des enfants. Beaucoup de gens n'ont pas transmis et se sont cachés. Et puis aussi ce fait de s'affirmer comme français. Donc ce qu'on veut, c'est qu'on apprenne à l'école ce qui nous est arrivé. Donc ça, c'est ce besoin de reconnaissance des faits, que tout le monde sache en fait ce qui s'est passé. Et la fin des discriminations et du racisme, ça c'est aussi quelque chose qui est beaucoup demandé. Et ressenti, ce passé-là n'est pas complètement, c'est pas simplement du passé, quoi. Il y a des conséquences actuelles, tant qu'il n'y aura pas reconnaissance complète, et pas seulement dans les mots, mais aussi des réparations, et aussi tant que persistera le racisme et la discrimination. Donc ce qu'il y a à côté les textes, à côté de ce que je ne ferai pas de témoignage, mais c'est l'information principale. Il y a donc quelque chose sur les déportations. Donc on parle un petit peu justement de ce contexte de la déportation, avec une évocation quand même du génocide nazi dans toute l'Europe, qui était en lien avec ça, différent. Donc une histoire mal connue aussi. Donc là, on parle de la réaction qu'il y a eu, des mouvements, de la volonté de faire connaître les choses. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est principalement aussi à partir des années 2010. Il y a eu une campagne, une mémoire française, donc les Tziganes pendant la Deuxième Guerre mondiale, qui a touché beaucoup de public, avec la publication de pas mal d'ouvrages, et puis aussi le film Liberté de Tony Gatliff, qui a suscité pas mal de débats animés par toutes sortes d'associations. On a aussi donc quelque chose sur la question de reconnaissance, pour dire que Sébastien parlait uniquement de la reconnaissance savoir à l'école, mais oui, donc sur cette question de la reconnaissance qui est aussi une reconnaissance de réparation, et puis dans le choix des images, donc on a voulu montrer des choses plus des acteurs en fait plus que des victimes. Donc avec un dessin fait à coups de monsieur par un interné et puis la photo de Georges Stéphane.
Donc je vais m'arrêter là. Et donc c'est ce qu'essaye de faire donc une association sur la question de la déconstruction de l'antitiganisme. Donc on peut faire nous au niveau des personnes à qui on s'adresse avec l'organisation de débats publics ou ce genre de choses. Sur le plan donc, législatif, bon, il y a aussi des choses positives qui se passent, et ce que je voudrais signaler quand même, c'est une forte des choses qui est un petit peu dissonant entre, bon, il y a des délégations interministérielles qui font des choses bien, dans le bon sens, même si c'est lent. Et puis en même temps, il y a un gouvernement où se retrouvent les mêmes ministres qui, eux, continuent à faire des choses comme continuer les discriminations avec, par exemple, un nombre forfaitaire délictuel pour les gens qui stationnent mal, ou la GOSCAF, par exemple, pour les gens qui habitent dans des endroits pas légaux. Voilà, donc il y a au niveau parlementaire, je crois que ça peut surveiller cette dissonance au niveau du gouvernement et des directions interministérielles. Merci beaucoup Marie-Geneviève. Je trouve que c'était intéressant de voir l'évolution entre les deux expositions du MRAP et ce qui justement a finalement ce qui a conduit l'orientation de la deuxième exposition. Cette question de donner la parole aux principaux intéressés, alors ça me rappelle un combat que j'ai mené au sein du groupe d'études, puisque je rappelle que le groupe d'études s'intitule Gens du voyage et il a fallu se battre pour que les premiers auditionnés ce soient les premiers concernés. C'est-à-dire que c'est pour montrer effectivement qu'il y a encore beaucoup de travail là-dessus. Et pourtant c'est extrêmement basique.